Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois il s'agit d'un update lecture. Je vais vous faire une update sur les 2 mois qui viennent de s'écouler, donc mai et juin, puisque je n'ai lu que 4 livres. Je n'ai terminé que 4 livres en 2 mois. Ouais, c'est pas beaucoup je sais. Mais bon, c'est parti, on commence tout de suite avec le premier livre. J'ai commencé ça, ce pavé de plus de 800 pages. Je sais pas, peut-être en février-mars et je l'ai terminé début mai. Oui, je sais, je suis lente. J'ai commencé à regarder la série télévisée avant de lire le livre, chose que j'aurais peut-être pas dû faire parce que du coup, je me suis un peu sucrée tout le suspense. La série télévisée reprend très bien le livre et du coup, je savais déjà ce qui se passait et donc j'ai mis du temps à le lire. Plus, faut avouer qu'il est quand même gros, hein. C'est un petit pavé, j'adore l'histoire. C'est un pavé. Pour celles et ceux qui miraculeusement ne sauraient pas encore de quoi ça parle, parce qu'on en entend énormément parler sur les réseaux sociaux, ça se passe en 1945, donc juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et on suit l'histoire de Claire qui, après avoir été infirmière durant la guerre, se retrouve en Écosse pour une seconde lune de miel avec son mari qu'elle n'a pratiquement pas vu depuis 5 ans. Et en allant visiter un cromlech, que vous savez, les cercles de pierre qui étaient sacrés par les Celtes, elle touche une pierre donc et se retrouve propulsée en 1743, c'est-à-dire quasiment 2 siècles en arrière. Elle se retrouve donc en plein milieu d'un conflit entre les Highlanders et les Anglais et va devoir choisir un camp, donc elle se fait kidnapper par les Écossais et devient un peu leur invitée prisonnière, soi-disant espionne anglaise. Ils savent pas tellement comment elle est arrivée là, elle non plus, elle en sait rien, et elle cherche désespérément à retourner chez elle. Je suis tombée complètement amoureuse de la série télévisée, j'aime énormément tout ce qui touche à l'histoire, les séries historiques, les films historiques, et il faut dire qu'il y a un scénario, il y a des décors, il y a des costumes, de dingue. C'est vraiment une très très belle série. Du coup, ayant adoré la série, j'ai voulu lire le livre et j'ai pas été tant transportée que ça, mais comme je vous l'ai dit, c'est sûrement parce que la série a tellement bien repris le livre que j'ai pas été happée comme j'aurais dû l'être en lisant. Je pense que quelqu'un qui n'a jamais vu la série et qui lit le livre est beaucoup plus transporté que je l'ai été. Je vous le recommande tout de même parce que la plume de Diana Gabaldon est juste magnifique. Si vous n'avez pas peur des 800 pages et des 8 bouquins qu'il y a quand même à se taper derrière, hein, parce que c'est pas une petite saga, allez-y parce que le cadre est magnifique, on est vraiment transporté dans l'histoire et on a vraiment l'impression d'être en Écosse, c'est top. Pour le second livre, il s'agit du Pullover rouge, écrit par Gilles Perrault et édité aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre un peu particulier parce qu'il s'agit d'un témoignage en réalité. Perrault retrace l'enquête qui a eu lieu en 1974 lors de l'enlèvement d'une petite fille dans une cité à Marseille. Christian Ranucci est suspect dans l'affaire et il sera arrêté puis condamné à mort 2 ans plus tard. Ce sera d'ailleurs l'un des derniers condamnés à mort dont la sentence a été exécutée en France. Il sera mort en 1976. Et la peine de mort a été abolie autour de 78, il me semble. 77-78. Et ce qui se passe dans ce livre, c'est qu'on a certes la version officielle de l'enquête, mais également tous ces petits bouts d'enquête qui n'ont pas forcément été répertoriés par la police de Marseille. Les témoignages qui n'ont pas été vraiment reçus, ceux qui ont été effacés, on ne sait pas trop pourquoi. Et toutes ces petites incohérences que Gilles Perrault souligne dans son livre au fur et à mesure et répète et on en vient vraiment au final à se demander si Christian Ranucci au final il n'était pas innocent. C'est toute la grande question de ce livre. Aujourd'hui encore on le sait pas, il y a encore des gens qui se battent pour le faire innocenter parce que ce livre, mine de rien, il a été écrit 4 ans après la mort de Ranucci, donc en 80. Il a remué beaucoup de saleté quand il est sorti parce que du coup les gens ont pris conscience qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été dites et du coup tout le monde croyait Ranucci coupable. Mais à la sortie de ce livre, ça a été la grande question, merde, on a peut-être tué un mec qui en fait il avait rien fait. Et du coup, aujourd'hui encore, si on lit ce livre, on a plutôt tendance à voir le bon côté de la médaille une fois qu'on l'a lu et à se poser les bonnes questions, quitte peut-être à être un peu naïf et à faire trop confiance aux gens plutôt que de tout de suite les croire coupables. Si vous êtes adepte de ce genre de livre, que ce soit pour l'enquête ou que ce soit pour la morale de l'histoire, lisez ce livre parce qu'il est magnifique, il est très bien écrit. D'habitude je lis pas ce genre de choses, mais Gilles Perrault a une plume qui nous met tout de suite
dans l'histoire, dans le lieu, dans la situation de l'époque. Et en fin de compte, il se lit vraiment très très bien. Donc ce livre-là, pour moi, c'est une référence. Surtout que c'est une histoire vraie, donc il a encore plus de poids, il a encore plus de force quand on lit. On change totalement de registre puisque je vais vous parler d'un grand classique de la littérature anglaise. Et il s'agit du portrait de Dorian Gray écrit par Oscar Wilde. Le portrait de Dorian Gray, ça se passe à Londres durant l'époque victorienne. Un jeune homme beau, intelligent, cultivé arrive à Londres, ne connaît pas grand monde et fait la connaissance de Basil Hallward qui est peintre et qui va tomber amoureux littéralement de son visage. Basil va se mettre à le peindre, à le dessiner à longueur de temps. Et ils vont devenir très grands amis, ils vont devenir très proches et se fréquenter très régulièrement. Puis Basil présente un de ses amis, Lord Henry, à Dorian et ces deux-là vont devenir également très proches. Lord Henry va venir titiller un peu la curiosité de Dorian et lui faire découvrir la noirceur de Londres. Et il va l'inciter à profiter de la vie au maximum. Un jour, alors que Basil est en train de peindre ce qui sera sa plus belle œuvre, qui n'est autre que le portrait de Dorian Gray, et bien celui-ci, Dorian, fait, et bien mal lui en a pris, un pacte avec le diable. Et alors que c'est l'homme qui est censé vieillir, prendre de l'âge, qui est censé être marqué par les cicatrices de la vie, et bien Dorian ne vieillira pas, il va rester jeune, beau comme un dieu grec, et il va se rendre compte que finalement c'est le tableau qui prend un peu les coups pour lui. La plume d'Oscar Wilde plus l'époque victorienne, pour moi c'est un combo parce que j'adore cette époque et puis j'adore cet auteur. Donc forcément je ne pouvais qu'adorer l'œuvre. C'était une lecture très attrayante, très divertissante, et puis c'est pas tous les jours qu'on a ce style d'histoire. Moi j'aime énormément Oscar Wilde pour le côté fantastique de ses romans. Il mène sa plume d'une manière experte et il sait nous faire chavirer dans son monde. On en demande toujours plus. Et on arrive au dernier livre de cette vidéo, il s'agit du premier tome de la saga d'Emily, à comprendre Did I Mention I Love You. Il s'agit de New Romance, écrite par Estelle Mascam et éditée aux éditions Pocket Jeunesse. C'est l'histoire d'Eden qui a 16 ans et qui vit avec sa mère aux États-Unis. Elle se retrouve forcée et contrainte de passer l'été chez son père à Santa Monica, en Californie. Seulement voilà, elle est en très mauvais termes avec son père qui les a quittés, elle et sa mère, il y a 3 ans, et qui depuis n'a plus donné signe de vie. Eden se retrouve alors dans la famille recomposée de son père, puisque sa belle-mère a déjà 3 fils, dont le plus âgé, Tyler, est le beau gosse séducteur, ténébreux, égocentrique, mais également violent. Fasciné, Eden ne peut s'empêcher de succomber au charme de la seule personne qui lui est défendue, son demi-frère. Honnêtement, je m'attendais pas à aimer autant cette lecture. Je l'avais acheté parce que je le voyais beaucoup sur les réseaux sociaux et du coup il m'intriguait, j'avais vraiment envie de connaître l'histoire. Et en fait, j'ai lu 300 pages en une journée. J'avais rien à faire ce jour-là. Et j'ai été prise complètement dans le livre. La plume d'Estelle Mascam est très accessible, j'avais peur qu'elle soit un peu trop simple pour moi. Elle l'a été, mais c'était une lecture légère, compréhensible, facile. Et du coup, je me suis plutôt sentie à l'aise dans cette lecture, même si, à mon sens, sa plume pourrait être un petit peu plus élaborée. Après, c'est du no-romance, ça ne pas non plus à du Oscar Wilde ou du Jane Austen. Le seul hic, le seul point négatif que je pourrais trouver à ce livre, c'est que j'ai un peu de mal, mais ça c'est personnel, avec toute cette jeunesse américaine stéréotypée, les nanas hyper superficielles, les soirées entre potes tous les soirs, l'alcool à flot, enfin... J'ai un petit peu de mal, même dans les séries télévisées, j'ai un peu de mal avec ça. Et ça se retrouve énormément, en même temps on est en Californie, à côté de Los Angeles, et en fait Estelle Mascam a poussé limite le stéréotype à fond. Et il y a certains personnages qui pour moi sont vraiment juste survolés et qui ont vraiment cette mentalité à l'américaine que j'aime pas du tout. Donc je trouve ça un peu limite personnellement. C'est ce que j'ai ressenti pendant les 3 quarts du livre. Maintenant, j'ai étonnamment, malgré ce point négatif, énormément aimé ma lecture parce que la psychologie de certains autres personnages, notamment Eden, mais plus particulièrement Tyler, est très poussée et c'est un personnage, on a envie d'en apprendre plus, on a envie de savoir pourquoi est-ce qu'il est comme ça, pourquoi est-ce qu'il est tellement associable, violent, grossier. Il rejette instinctivement tout ce qui pourrait l'approcher, tout ce qui pourrait le toucher de trop près. Et on a envie de savoir pourquoi, et Eden va l'aider à extérioriser un peu tout ce qu'il ressent plus profond de lui et dont il ne veut pas parler. Et ça, c'est un point très positif que j'ai trouvé dans ce livre. Après, j'aurais pu m'arrêter au premier tome,
s'il n'y avait eu l'épilogue. Qui du coup me donne une envie folle d'aller acheter le deuxième pour le lire, ce que je n'ai pas encore fait mais que je ferai très prochainement. Parce qu'il m'a donné l'eau à la bouche, vraiment c'est l'épilogue qui fait que j'ai envie d'aller acheter le deuxième. Sinon en soi, s'il n'y avait pas eu ce tout dernier chapitre, je pense que j'aurais pu m'arrêter là, honnêtement. Et puis du coup on est en été, ça y est, c'est bon. Et c'est une lecture qui pour moi correspond tout à fait à la période estivale. Parce qu'elle est légère, parce qu'on se prend pas la tête, ça se fait très rapidement. Ça c'est le genre de lecture que je pourrais tout à fait prendre au bord de la piscine ou à la plage. Et puis le lire sans m'arrêter jusqu'au coucher du soleil. C'est vraiment un truc hyper léger. Je recommande tout de même cette lecture parce que mon avis sur la jeunesse américaine qui est lourdement exposée dans ce livre n'est que subjectif et du coup je pense que la plupart d'entre vous ne penseront pas comme moi, je l'espère. Et donc ça reste tout de même un très bon livre à lire pour cet été. Et c'est tout pour cette vidéo, voilà 4 livres que je viens de vous présenter et évidemment comme d'habitude vous les retrouvez en barre d'infos avec toutes les informations notamment concernant l'auteur, l'éditeur, tout ça. Je vous mets également en lien comme toujours mes réseaux sociaux et si jamais ça vous tente d'aller faire un tour, j'ai une amie qui a créé un blog, alors pas que littéraire parce qu'on parle aussi de séries TV, de films et elle m'a proposé de participer à son élaboration. Du coup vous pourrez retrouver quelques chroniques que je pourrais écrire par-ci par-là ainsi que les siennes évidemment et puis je pense qu'il y aura des chroniques qu'on mettra en commun quand on aura lu des livres en commun, quand on aura vu des films ou des séries, qu'on aura envie de donner chacune notre avis. On réunira tout ça dans un même article. Du coup, donc voilà, ça s'appelle Le goût de la vie et je vous mets bien sûr évidemment le lien en barre d'infos. Donc ça me ferait super plaisir que vous me disiez ce que vous en pensez. Et quant à moi, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!